C-38 classe. Cette Pacific passe pour avoir été la meilleure locomotive australienne. La série, en tout cas, a été la dernière en traction vapeur mise en service sur ce continent. Elle a été construite entre 1943 et 1949, à une époque où la locomotive à vapeur est techniquement à son apogée dans le monde entier, mais aussi à sa fin. Quelques exemplaires roulent toujours, heureusement préservés. Un Irlandais suivi d'un Écossais. L'ouverture en 1830 de la première ligne moderne de chemin de fer, celle de Liverpool à Manchester, est un événement mondial aussi important, sans nul doute, que les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et, quand la nouvelle arrive jusqu'en Australie, les habitants de la petite mais entreprenante colonie anglaise de la Nouvelle-Galles du Sud, ou New South Wales, décident de construire eux aussi leur ligne de chemin de fer et de ne pas se laisser dépasser par la lointaine et orgueilleuse mère patrie. Mais l'enthousiasme et l'argent font défaut, jusqu'à ce que, en 1846, un vote favorable soit obtenu, suivi en 1849 de la constitution de la Sydney Railway Company. Les travaux peuvent enfin commencer après 14 années perdues. Mais la Nouvelle-Galles du Sud engage un ingénieur irlandais, Shields, qui ne voit rien d'autre comme écartement possible que celui de son propre pays natal, celui de 5 pieds 3 pouces, 1600 mm, auquel les États de Victoria et d'Australie du Sud se rallient, tandis que les États du Queensland et de l'Australie occidentale choisissent celui de 1067 mm, plus économique. Mais Shields s'en va, se trouvant trop mal payé, et il est remplacé par un Écossais, Wallace, moins difficile sans doute sur les questions d'argent. Wallace impose alors l'écartement standard de 1435 mm, celui de son pays natal bien sûr, et les lignes de l'État de Nouvelle-Galles du Sud sont construites dans cet écartement, laissant les autres se débrouiller avec leurs 1600 mm ou avec les 1067 mm. RE 4/4I. La RE 4/4I naît en 1944 et elle reste très vivante dans le souvenir des cheminots suisses et des amateurs de chemin de fer du monde entier. Elle doit sa célébrité au fait qu'elle est la première locomotive bébé de vitesse, mais aussi
à sa ligne très fonctionnelle et réussie, en dépit de portes centrales d'intercirculation sur les cabines. Malheureusement, la série est en passe de disparaître. La fin des bogies directeurs. Le bogie directeur avant s'impose pour la locomotive à vapeur, comme un élément indispensable de guidage et de stabilité d'un ensemble mécanique qui est l'objet de mouvements parasites, lacets, roulis, du fait de son grand nombre de pièces en mouvement alternatif, comme les pistons et les bielles. Les premières locomotives électriques, ayant des transmissions à bielles, se doivent à leur tour d'adopter cette solution de type vapeur, ce qui est le cas en Suisse et en Allemagne. Par contre, la mise au point de transmission articulée à mouvement entièrement rotatif, système Büchli notamment, supprime tout mouvement alternatif sur les locomotives électriques. Toutefois, on conserve le bogie directeur et porteur pour une trentaine d'années encore, non seulement par habitude, mais aussi pour des raisons de poids paresseux. Il faut répartir le poids sur un maximum de roues. Précisons que la locomotive électrique de type BB, très répandue sur le réseau dès les années 1920, n'assure que des services marchandises ou mixtes, jusqu'à des vitesses voisines ou légèrement supérieures à 100 km/h. Ceci sans problème de stabilité, bien que sans bougie directeur, comme cela fut observé par ailleurs sur les fourgons automoteurs suisses circulant à plus de 120 km/h. Le type BB constitua ainsi un laboratoire d'observation qui démontra la possibilité de supprimer le bogie directeur. Pacifique YP. Des Pacifiques en voie métrique. Voilà qui peut surprendre quand on sait que cet écartement n'a jamais connu, en Europe pour le moins, que des tortillards ruraux courant à 15 km/h le long des chemins vicinaux. Mais en Inde, la voie métrique est vécue tout autrement, c'est-à-dire au niveau d'un réseau national. Deux réseaux pour un pays. Quand les locomotives YP apparaissent sur le réseau indien en 1949, le pays compte environ 350 millions d'habitants et 4 millions de kilomètres carrés, soit 8 fois la France. Le réseau ferré, à l'époque, compte environ 70 000 kilomètres, mais 28 000 kilomètres sont en voie métrique et 7 000 autres en voie étroite. La quasi-totalité des trains sont en traction vapeur. L'ensemble du réseau indien secondaire est en voie métrique, la voie large de 1676 mm, étant réservée aux lignes principales. Cette situation regrettable de deux écartements, se partageant le réseau par moitié, a toujours été une gêne considérable pour le pays. Dans les faits, elle a conduit à la constitution de deux réseaux, souvent indépendants et concurrentiels, ce qui explique la présence de locomotives pacifiques et de trains relativement rapides sur le réseau en voie métrique. Mountain classe 11. Comme beaucoup de réseaux d'Afrique ou d'Asie, le Benguela Railways de l'Angola reçoit, durant les années 1950, les dernières et les plus perfectionnées des locomotives à vapeur. Ce pays est en effet l'un des derniers à commander des locomotives à vapeur auprès de firmes spécialisées. Les Mountain de l'Angola sont remarquables, ceci d'autant plus qu'elles sont en voie étroite de 1067 mm. Le problème du réseau africain. L'Afrique n'a pas de réseau ferroviaire cohérent et standardisé. La structure de son réseau est linéaire ou ramifiée à partir des ports. Ceci, toutefois, à l'exception de l'Égypte,
du Maghreb et de l'Afrique du Sud, qui ont reçu des réseaux organisés émaillés. Cet état de fait résulte d'une part de l'immensité du continent africain, de l'importance des étendues inhabitées ou désertiques et de la faible densité de population, et d'autre part de politiques coloniales très hétérogènes menées par des métropoles européennes visant uniquement leurs colonies respectives sans souci d'une visée d'ensemble à l'échelle du continent. Si certains réseaux, comme l'Abidjan-Niger ou le Tanzanie-Zambie, ont su progresser et se développer, d'autres, comme le Sénégal-Mali ou l'Éthiopie-Djibouti, ont difficilement résisté à l'histoire politique mouvementée et ont pratiquement sombré. L'Union africaine des chemins de fer a commencé un remarquable travail de coordination internationale à l'échelle du continent africain. Voiture Pullman Golden Arrow. Golden Arrow du côté anglais et Flèche d'Or du côté français, c'est donc bien la même relation ferroviaire Paris-Londres, mais ce sont deux trains techniquement différents, parce que roulant de part et d'autre d'une manche qui n'a pas encore de tunnel, et qui sépare deux mondes qui ne sont pas encore soudés par la volonté européenne. Les 10 voitures construites en 1951 pour cette relation sont les dernières. Des voitures avec des noms. S'il existe une tradition britannique en matière de chemin de fer, c'est bien celle de donner des noms aux locomotives à vapeur et en affectant un thème donné, des châteaux, des rois, des saints, des ducs ou des duchesses, à une série donnée. Mais cette tradition s'est aussi appliquée aux voitures de luxe Pullman. Les voitures entrant dans la composition du train Golden Arrow portent des noms très mythologiques comme Pegasus, Phoenix, Minerva, Orion, Carina, Cygnus ou Aries. Ces noms ne changent rien, à vrai dire, aux conditions même du voyage, mais créent une impression de confort et de distinction à laquelle les clients d'un tel train de luxe sont très sensibles. Toutefois, sur la partie française du trajet, l'anonymat des voitures, simplement distinguées les unes des autres par un très administratif numéro de série, discrètement apposé aux extrémités des caisses, montrait inévitablement aux voyageurs britanniques qu'ils étaient dans un autre monde, plus froid, plus hostile, loin du « Home Sweet Home ». Voiture marque I. Ces voitures sont celles du renouveau de l'après-guerre pour les British Railways qui viennent d'être créées en 1948. Elles sont à la fois modernes mais classiques d'aspect, selon une formule dont les Britanniques ont le secret. Elles s'intègrent donc très bien dans le matériel de l'époque, remorquées avec un égal bonheur par des locomotives à vapeur anciennes ou par des locomotives diesel récentes. La voiture standard britannique. Cette série de voitures est construite entre 1951 et 1963 et représente un effort de renouvellement sans précédent dans l'histoire de la voiture à voyageurs britannique. De très nombreuses variantes sont construites. Voiture à couloir central, sans compartiment, en première et en deuxième classe, voiture à compartiment avec ou sans couloir, et dans les deux classes aussi, voiture restaurant, voiture buffet, voiture lit, mixte fourgon dans les deux classes, et même une voiture restaurant pour le train royal. Elle est utilisée dans l'ensemble des grands trains britanniques des années 1950 à 1970. Et aujourd'hui,
Un nombre considérable de ces voitures sont préservées et circulent sur des réseaux touristiques. Schienen-Bus, BR 795 et 798. Alors qu'en Europe, la formule de l'autorail à deux essieux a plutôt échoué, ces petits autorails sont un succès en Allemagne, à partir des années 1950. Pas une ligne secondaire, pas une gare rurale n'échappe à leur ubiquité et, modestement, ils transportent jour après jour des milliers de voyageurs sur des lignes menacées par la concurrence routière ou l'indifférence administrative. Ils sauvent le chemin de fer de leur pays. L'autorail pour service omnibus. En Allemagne, l'autorail pour service omnibus ou Schienen-Omnibus, abrégé en Schienenbus, trouve sa formule idéale dans celle d'un petit véhicule léger à deux essieux, à transmission mécanique de type automobile et doté d'organes de traction et de choc simplifiés. Il peut accepter une remorque à deux essieux ou une voiture pilote. Issu de la construction des autobus, il comporte des éléments communs à ces derniers, mais il a subi une profonde adaptation à la circulation sur voie ferrée, comme deux postes de conduite permettant le démarrage immédiat et la circulation permanente dans n'importe quel sens de marche. Il peut enfin circuler en couplage, un seul conducteur pour l'ensemble des véhicules, ou pour le moins en jumelage, deux conducteurs pour deux véhicules. Si en France, par exemple, un autorail similaire, le FNC, échoue à la même époque et est rejeté par le chemin de fer, il est curieux de constater qu'en Allemagne, le Schienenbus triomphe. 242 P36. L'URSS a su, avec pragmatisme, développer un programme de locomotives puissantes et performantes, dans un immense pays où tout était à faire et où l'on demandait tout au chemin de fer. Les 242 P36 représentent le sommet de l'art soviétique en matière de locomotives à vapeur et on les trouve à l'époque sur les lignes prestigieuses de l'URSS, Moscou-Leningrad, le transsibérien. La Sibérie, un paradis au moins pour quelques-uns. Telles furent les paroles de l'auteur anglais Brian Hollingsworth, décrivant un voyage à bord du transsibérien durant les années 60. Le trajet durait 79 heures et demandait 19 changements de locomotive en cours de route. Des P36, bien sûr. Il n'était pas permis de photographier les trains et les clichés de la P36, autres qu'officiels, étaient rares. Mais ces changements de locomotive faisaient de la Sibérie un paradis, au moins pour quelques-uns, les amateurs de locomotives à vapeur. C'était Bello, officiellement appelé Elettrotreno, ETR 300. Ce très beau train électrique articulé est plus couramment connu sous le nom de Sette Bello, qui, pour les joueurs italiens, représente une belle suite de 7 cartes. Il comporte tout le charme des années 1950, tout en réunissant confort et performance sur les 842 km de la grande ligne Milan-Florence-Rome-Naples. Un confort raffiné. Le point fort de la rame est incontestablement les deux salons ronds situés aux deux extrémités et donnant sur la voie et le paysage par une immense baie vitrée circulaire. Chaque salon comporte 8 fauteuils pivotants et un canapé à 4 places adossé à la paroi. La voiture centrale de la rame comprend un bar et un restaurant de 56 places. Une des voitures, la numéro 4, comprend un bureau de poste.
La rame est climatisée. De nombreux aménagements, comme des casiers à bagages, à serviettes, à chapeaux, sont offerts individuellement aux voyageurs. Les baies vitrées sont doubles et sont fixes à la fois pour des raisons de climatisation et de silence. Le confort de la rame est tel que le poids par voyageur est de 1880 kg, ce qui est très élevé. La longueur des voitures varie de 19,55 m à 24 m 145 selon les types, et la charge à l'essieu est de 15,5 à 17 tonnes. Mountain 498. Certains auteurs d'audience internationale, comme Brian Hollingsworth, font de cette locomotive la plus belle des Mountain jamais construites. Il est vrai que, quand elles paraissent dans leur splendide livrée bleue sombre à filets blancs, rehaussée par des roues rouges, il y a de quoi susciter une certaine émotion, même chez les amateurs les plus exigeants. Le voyage dans la Tchécoslovaquie des années 1950, pour les admirer, valait vraiment la peine. La Mountain, locomotive européenne pour train lourd. Ce type de locomotive à 4 essieux moteurs, bogies avant et bicelle, est présent sur l'ensemble des réseaux européens des années 1930, sauf celui du Royaume-Uni et de petits pays. Elle est la solution au problème de la traction de trains de voyageurs express roulant à des vitesses se situant entre 90 et 110 km/h sur des lignes principales d'importance moyenne, ne méritant pas jusque-là une électrification. La concurrence routière et bientôt aérienne est très vive et beaucoup de pays laissent tomber leur réseau de chemin de fer, lui coupant alors tout moyen financier. Certains réseaux se réfugient donc dans une politique presque suicidaire de trains rares, lents, longs et lourds, qui, c'est vrai, sont les seuls possibles financièrement. Il est plus rentable de faire remorquer un seul train de 800 tonnes transportant plus de 1000 personnes, desservant un maximum de gares, que de prévoir plusieurs trains rapides et ne desservant que quelques gares importantes. Plus des express ou des omnibus assurent tous les arrêts. La Tchécoslovaquie des années d'après-guerre n'échappe pas à ce phénomène, qui est accentué encore plus par la situation économique difficile des pays de l'Europe de l'Est. De longs trains très lourds, souvent internationaux, traversent son réseau et les locomotives à 3 essieux moteurs ne suffisent plus à la tâche. 242 2001 2010. Ces 10 impressionnantes machines sont les dernières locomotives à vapeur construites en Europe, à une époque où la page est définitivement tournée en faveur de la traction électrique ou diesel. Les raisons de ce choix tardif sont fondées pour le grand et difficile réseau espagnol. La traction diesel de ligne n'est pas encore suffisamment au point et une électrification est encore trop coûteuse. Le type 242 est peu développé en Europe. Si le type 242 est très développé aux États-Unis à la fin des années 1930 pour la traction des trains lourds, rapides, à plus de 150 km/h, en Europe, il est difficile de trouver dans l'inventaire des réseaux des locomotives de ce type. La Pacific a été le type même de la locomotive de vitesse à partir des années 1910 et conserve ce titre jusqu'à la fin de la traction vapeur durant les années 1950-1960. Le type 241 ou Mountain apparaît au milieu des années 1920, mais ne supplantera pas la Pacific, se bornant à la compléter pour les services très durs
de trains de voyageurs de plus de 600 tonnes. Elle ne fait nullement figure de locomotive de vitesse. Le passage au type 242 ne sera jamais une réalité en matière de locomotive de vitesse. Le type 242 fait l'objet d'un prototype allemand caréné de la Deutsche Reichsbahn, série 06, construit en 1939, mais resté sans suite du fait de la guerre. Divers prototypes anglais, notamment pour le GWR et le LMS, sont dessinés mais non construits. Le PLM français utilise certes en grande série des locomotives type 242, mais ce sont des locomotives tendaires pour trains de banlieue. La SNCF construit en 1946 un prototype, la 242A1, à partir d'une 241 état modifié par Chapelon. Ce prototype ne sera pas suivi d'une descendance. En fait, l'Espagne est le seul pays européen à pratiquer effectivement le type 242. RAM TE CFF NS. L'Europe se construit activement durant les années 1950-1960, non seulement à coups de traités et de textes, mais aussi sur le terrain avec les relations ferroviaires Trans-Europe Express destinées, espère-t-on, aux hommes d'affaires pressés qui cimenteront l'économie européenne en créant de puissantes multinationales. Bref, il faudra se déplacer et vite. Les automotrices néerlando-suisses sont prêtes. La foi européenne de Den Hollander. F. Den Hollander est l'homme qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reconstruit le chemin de fer hollandais dont il a la responsabilité. Il croit fermement en l'Europe et pense que le chemin de fer aura sa part dans l'immense marché des transports rapides qui se met en place. Croire dans le chemin de fer à l'époque fait sourire. Les années 1950 sont celles de la foi en l'avion et en l'automobile, et d'une vie à l'américaine en face de laquelle le train fait figure d'archaïsme ou de fossile. Den Hollander est un utopiste, un rêveur, pensent les partisans de la modernité. Mais ce rêveur est entêté et, surtout, a un pouvoir de décision considérable. Les Trans-Europe Express, qui trottent dans sa tête, seront très vite une réalité sur le terrain lorsque sont livrées en 1957 ces rames exceptionnelles qui inaugurent une nouvelle ère pour le chemin de fer européen. Den Hollander a deux idées forces. Gommer les frontières et les tracasseries administratives en les traitant à bord même des trains qui, pendant qu'ils roulent, et supprimer les pertes de temps techniques dues aux échanges de locomotives aux frontières. Il conçoit des rames automotrices entièrement autonomes qui rouleront sans arrêt d'un pays à l'autre. DM3. Si ajouter plusieurs locomotives donne une seule grande locomotive, alors la DM3 est une grande locomotive, peut-être même l'une des plus grandes du monde. Mais elle a d'autres charmes, dont la présence de bielles actionnant 24 roues motrices et formant le plus envoûtant spectacle pour l'amateur de chemin de fer le plus exigeant. De plus, elle roule au-delà du cercle polaire. Le défi du cercle polaire. Si la Suède dispose de très importantes mines de fer dans le nord du pays, le problème a toujours été d'en acheminer le minerai vers un port libre de glace à longueur d'année.
ce qui n'est guère le cas des ports suédois donnant sur la mer Baltique, comme celui de Luleå. Par contre, la façade atlantique de la Norvège est baignée par le Gulf Stream, qui augmente suffisamment la température de l'eau pour libérer les ports norvégiens des glaces, ce qui est le cas du grand port de Narvik, situé pourtant très près du pôle Nord. Il était donc naturel pour le réseau ferré suédois d'entreprendre la construction d'une ligne reliant directement les mines de fer de Kiruna à ce port, même situé dans un autre pays. C'est ce qui a donné naissance à la ligne dite du cercle polaire, reliant Luleå à Narvik par Kiruna sur une distance de 473 km. Construite à partir de 1883, cette ligne, vu l'importance de son trafic, a été électrifiée à partir de 1915, formant ainsi une des premières grandes électrifications européennes. Le système adopté fut le monophasé 15 000 volts à fréquence spéciale 16 2/3 Hz, développé principalement par les réseaux suisses et allemands. La demande en acier n'a jamais cessé et a toujours augmenté, surtout et pendant les guerres mondiales, valant à une Suède très neutre d'être sollicitée par une clientèle aussi diverse qu'importante. Ainsi, les quantités de minerais à transporter ont toujours atteint des valeurs plaçant la ligne du cercle polaire en tête des lignes européennes. Des trains de 5 000 à 6 000 tonnes sont une pratique courante, ceci sur des rampes atteignant 10 pour 1000 sous un climat extrêmement rigoureux et enneigé.